Heureux de vous retrouver ce dimanche 18 octobre 2020 dans le cadre de Face à l'actu. Au cours de cette émission, nous allons débriefer l'actualité de la semaine avec l'invité qui permettra d'analyser et commenter tout ce qui s'est fait, du moins du point de vue des reportages réalisés par la rédaction de STV. Ce soir, on reviendra amplement, évidemment, sur ces acquisitions qu'on a pu voir le 13 octobre dernier au port autonome de Douala. La présence du Premier ministre en dit long, certainement, sur l'importance de ces matériels acquis par l'autorité portuaire. L'impact du dragage sur ces activités, on en parlera avec l'invité. On va également revenir sur la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Une très bonne nouvelle, la libération de quelques otages cette semaine et l'assassinat ou alors la neutralisation, pour parler en jargon militaire, du général Ayeke, l'un des terroristes séparatistes qui sévissait dans ces régions-là. Le conseil électoral va nous conduire dans les couloirs de la décentralisation, puisqu'on verra également Paul-Éric Hinghen, le maire de Djombe-Pendia, qui interpelle le Premier ministre en vue d'une mise en œuvre effective de la décentralisation. On reviendra sur les infrastructures sportives. Le ministre de l'éducation des sports et de l'éducation physique, Moelle Kombi, était à Douala pour une évaluation des infrastructures dans le cadre du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, qui se jouera dès janvier prochain ici au Cameroun. On fera peut-être, si le temps nous le permet, un joyeux anniversaire à son éminence émérite, le cardinal Christian Toumi, qui a célébré ses 90 ans cette semaine. L'invité ce soir n'est nul autre que Roger Somba et Kwatadiba. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le député. Vous êtes cadre au ministère des Finances, mais c'est davantage le militant qu'on accueille ce soir du RDPC. Merci d'être là. Précision, je suis un ex-cadre du ministère des Finances. D'accord. Mis à la retraite il y a plusieurs années aujourd'hui. 2013, je suis parti en 2013. Depuis 2013, je voulais à mon propre compte. Je suis reparti à l'école. Oui, je suis aussi cadre du RDPC. Cadre au sens étymologie du thème, parce que je suis membre titulaire du comité central du RDPC. Il faut le préciser, depuis 1996, beaucoup ne le savent pas. Depuis 1996. Depuis 1996. Donc, j'ai l'antériorité sur un certain nombre de mes camarades, même comme je ne m'en prévaut pas particulièrement. Et surtout le vécu nécessaire, évidemment, pour interpréter un certain nombre de faits sociopolitiques. Oui, j'ai vécu des expériences particulières au RDPC. Qui ont forgé mon militantisme et mon engagement politique. Je suis fier d'appartenir à ce parti. Avant peut-être donc de découvrir ces images du port de Douala, récemment, le parti au pouvoir, le RDPC, a organisé une forme de commission ad hoc, notamment pour, j'ai failli dire sanctionner, mais davantage pour sensibiliser ces militants qui n'ont pas forcément suivi le mot d'ordre du parti lors des élections de proximité récentes. Vous avez un commentaire là-dessus? J'ai suivi, relayé par les médias locaux, toutes ces polémiques qu'il y a eu autour des sanctions de ces sessions de conseil de discipline ad hoc du RDPC. Certains de mes camarades qui ont été indexés et attraits devant ce conseil de discipline qui ne siégeait pas pour la première fois. Vous vous souvenez, il y a à peu près 5 ans, la commission Moussongue avait eu à auditionner et proposer à la sanction certains de nos camarades, simples militants ou cadres. D'une manière générale, les avis exprimés semblaient tendre à dénoncer ces pratiques qu'on trouvait anachroniques ou contraires à la démocratie. Je pense qu'il faut remettre les choses dans le contexte et leur perspective. La discipline constitue l'une des armes essentielles de la gestion maîtrisée d'un parti politique, d'une organisation de ce type. La discipline, pourquoi? Parce qu'un parti politique fonctionne un peu comme l'armée. Une armée est structurée en plusieurs unités. Vous avez des unités combattantes à la base, des unités de relais, des unités stratégiques au centre. Pour aller à un front et remporter une guerre face à un ennemi d'une capacité redoutable, c'est la conjonction harmonieuse des capacités de l'ensemble des segments opérationnels et stratégiques qui garantit la victoire. Les soldats à la base ont toujours exprimé
et ressenti que c'est eux qui portent le poids de la guerre, parce que c'est eux qui sont exposés aux balles. C'est eux qui portent les stockades à l'ennemi sur le terrain. Mais sauf que pour que le soldat arrive sur un théâtre d'opération, il faut qu'on identifie l'ennemi, qu'on le localise, qu'on évalue sa force de frappe, dans le type d'armement qu'il a, et qu'on puisse configurer les unités combattantes qui iront à l'affront en fonction du rapport de force qui s'est établi et qu'on a bien identifié. D'où le travail stratégique de conception qui appartient généralement au commandement. Les généraux sont à la base, généralement, dans un état-major. C'est eux qui élaborent les stratégies sur la base des informations collectées par les unités de relais qui font le renseignement pour collecter ces données qui permettent donc d'organiser le combat. J'ai été long là-dessus pour dire à mes camarades, c'est comme ça qu'opère un parti. Un parti comme le RDP s'est implanté sur tout l'étendue du territoire. Mais pour reprendre un peu la voix de vos camarades, est-ce que justement cette discipline des partis ne trouve pas un antagonisme dans cette démocratie que veut votre président national? C'est dans ce sens que on a souvent observé, pour ne prendre que quelques exemples, des cas où la base s'est exprimée en fonction d'un choix que le comité central n'a pas forcément validé et des contre-choix au niveau central qui justement mettent à mal la base, d'où ces cas d'indiscipline qu'on a pu constater. Tout à fait, je vais, pour éclairer ces problématiques, chuter sur la première démonstration qui est en train de faire pour être efficace, pour être véritablement opérationnel. Une unité combattante, notamment une organisation comme le parti, a besoin de cohérence de tous ces segments d'action, de la base au sommet. La base seule, comme les unités combattantes opérationnelles, ne peut pas remporter une bataille. Le sommet seul ne peut pas. C'est une affaire d'attelage, d'organisation coordonnée, chacun jouant son rôle. Uniquement son rôle là où il est, en gardant l'esprit que c'est une action collective qui convient de déployer pour le bien de tous. Pour revenir au cas pratique que vous... Oui, la démocratie, je veux bien, mais dites-vous, monsieur le député, il faut que vos téléspectateurs le sachent, la démocratie ne veut pas dire anarchie. La démocratie, pour être porteuse et utile, a besoin d'organisation, de canalisation et de cohérence. Dans le cadre d'un parti, on appelle ça la démocratie interne d'un parti. Chaque parti a ses méthodes. La tendance moderne n'est plus à l'oligarchie qu'on a connue dans les années passées. Donc, un groupuscule au sommet du parti dicte la maille du parti. Cependant, le tout basculement au primat de la base n'est pas aussi une solution efficace. Parce qu'un parti, notamment le RDPC qui est un parti au pouvoir, gère les enjeux nationaux de pouvoir. Absolument. Tous les militants, sur tout l'étendue du territoire, n'ont pas la même appréhension de ces enjeux. Que le sommet. Le rôle du sommet, c'est de s'assurer de coordonner l'action du parti sur l'ensemble de ces structures pour que tout le monde ait la même exposition aux enjeux supérieurs du parti qu'est le maintien au pouvoir parce que nous sommes au pouvoir, ou alors pour d'autres partis, la conquête du pouvoir. Donc, c'est une articulation. Pour sortir rapidement sur ces questions, je dis aux militants du RDPC qui s'en souviennent, le RDPC a déjà expérimenté tous les modes de choix et de sélection de ces candidats aux élections. On a fait les élections à main levée, on a fait les primaires, on a fait les investitures. Personne, aucun parti ne peut nous donner des leçons à la matière. Nous avons un vécu. D'accord. Alors, selon les élections, et en fonction des enjeux identifiés de ces élections, le parti central intervient. Le parti peut faire choisit des arbitrages. Ouais. Nous avons tantôt, si vous repassez dans l'histoire, vous allez voir que lorsqu'il s'agit des élections locales, notamment des élections municipales, depuis 1996, les choix des candidats se font à la base. En 2020, c'est comme ça que ça s'est passé. Les investitures ont lieu en novembre. Absolument. Les choix se sont faits à la base. Mais dès qu'on a déjà choisi les 25 conseillers ou les 45 conseillers, le conseil, maintenant... La hiérarchie du parti donne l'orientation. On donne l'orientation pour le choix des maires. Et au niveau des municipales,
on ne suit pas toujours obligatoirement les options du parti pour le choix des maires. Il y a des localités où le parti conteste, où la base conteste, on les laisse faire, et d'autres où le parti règle parce qu'on veut résoudre un problème. Merci. Je suggère donc qu'on prenne les premiers reportages de cette émission de ce dimanche pour aller du port autonome de Douala pour la politique politicienne, si je peux le dire ainsi, pour la politique économique nationale, avec ces 6 nouveaux engins acquis par le Cameroun. C'est en présence d'ailleurs du Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouté, que la cérémonie de mise à l'eau de ces engins a eu lieu. C'était, je l'ai dit, le 13 octobre dernier, mardi. Et évidemment, ceci a mobilisé toute l'autorité et les personnalités de la région du littoral et bien au-delà. Suivez ce reportage. Ils sont 5, ces engins nautiques du port de Douala-Bonabéry. Leur objectif principal est de résoudre le problème de dragage, un caillou dans la chaussure de l'autorité portuaire, caillou qui met à mal les finances de l'entreprise. C'est dans la recherche de solutions pérennes et internes que le PAD a décidé de se doter de ces engins. Un multifonctionnel a pour nom de baptême Dikapondo Aqua. Ce baliseur servira au transport des bouées du quai de servitude vers les positions géosatellitaires prédéfinies dans le chénal d'accès. Le Menchum Falls est une vedette d'appui au balisage. Lui sera dédié au transport des techniciens de balisage sur le plan d'eau lors des interventions de maintenance et de contrôle physique et fonctionnel des bouées. Le 3e engin est un navire faucardeur. Son nom, Lek Barombi Bo. Celui-ci est chargé de débarrasser les plans d'eau de déchets flottants et la jacinthe pour des plans d'eau propres. À ceci, il faut ajouter 2 dragues, une aspiratrice stationnaire nommée 50 Vigilance. Elle servira au dragage des pieds de quai, des darses et des plans d'eau. L'autre aspiratrice en marche, baptisée Mont Mandara, sera utilisée pour le dragage des ports et des chenaux d'accès. L'inauguration de ces engins et leur mise à l'eau a eu lieu ce 13 octobre 2020. Nouveaux engins que le port autonome de Douala vient d'acquérir et que nous venons de mettre en service sous l'éclairage du président de la République, Paul Biya. Mais j'ai aussi vu les autres réformes qu'effectue le port en termes de sécurité, en termes de fluidité de trafic dans son espace et beaucoup d'autres choses. Nous avons visité tous les aspects de ce port et nous sommes très contents. Ceci s'est fait au cours d'une cérémonie qui a regroupé autorités politiques, administratives et traditionnelles. Ces dernières ont d'ailleurs procédé à un rituel de bénédiction des engins. Alors, Roger Sombaï, une telle mobilisation des autorités jusqu'à traditionnelle, on va peut-être corriger, 6 engins. Quelle est l'importance pour le port de Douala? Quelle est l'importance pour le Cameroun? Je veux dire qu'on sait que l'actualité autour du port, depuis 2 ans, tout au moins, entre la transition étranger camerounais, a fait couler d'encre et de salive. Aujourd'hui, quelle est l'importance que le Cameroun accorde à cette infrastructure, mais davantage à cette entreprise? Monsieur Député, l'importance que vous interrogez se mesure à la dimension de la cérémonie de mardi, le 13 octobre dernier. C'était une cérémonie historique. Il a été rappelé que ça fait 40 ans qu'on n'a pas vu ici à Douala une cérémonie au port de Douala qui déplaçait les sommités de la République, notamment le Premier ministre, chef de gouvernement en personne, qui est venu inaugurer et présider cette cérémonie d'inauguration et de mise à l'eau de ces engins nautiques. C'est le lieu pour moi de féliciter le gouvernement, surtout le chef de l'État qui, contrairement à ce que certains peuvent penser, sont à la manette, sont à l'initiative de cette volonté de permettre à cette importante infrastructure économique de jouer véritablement son rôle de poumon économique de notre pays et de la sous-région. Je veux rappeler au passage que le port représente 80% de l'activité économique du Cameroun et de la sous-région. Ce n'est pas n'importe quoi.
Donc, le Premier ministre a dit dans son extrait que vous avez diffusé tout à l'heure là, toute l'appréciation, la haute appréciation qu'il a eue de cet événement qui a justifié sa présence à Douala. J'ai eu l'occasion de l'annoncer dans une chaîne médiatique qu'il s'agissait d'une révolution. En quoi? Et je n'exagère pas. Sur le plan économique. Est-ce que ça apporte ces appareils, 26 milliards? Est-ce que ce n'est pas de l'argent claqué comme ça? Ce n'est pas 26 milliards, c'est d'abord 45 milliards d'investissement. D'accord. Révolution, pourquoi? Parce que plusieurs acteurs, plusieurs analystes, observateurs, vous êtes sans l'ignorer, ont, sur le Cameroun, diffusé des informations très alarmistes sur la dégénérescence, la déliquescence, ou pour parler terre à terre, la faillite de son économie. Et depuis nos tribulations pour essayer d'assurer une croissance maîtrisée, atteindre le point d'achèvement en 2006, l'évolution du Cameroun se fait en dents de scie, bien que le cap soit maintenu, véritablement un fléchissement avec une croissance minimale assurée et graduelle d'une année à l'autre. Le Cameroun fait une croissance pas auto-souhaitée, mais quand même une croissance continue. Mais cependant, notre économie est entourée de beaucoup de signes annonciateurs de catastrophes. Ce n'est pas vous que je veux le répéter. Et dans cet aéropage général, dans cet environnement global, le Covid est venu un peu contrarier la volonté du gouvernement et les efforts de réforme consentis pour pouvoir endiguer le déclassement et nous projeter de l'avant vers l'atteinte des objectifs, notamment du millénaire pour le développement durable et puis des objectifs d'émergence horizon 2035, bien que je n'aime pas beaucoup ce terme. 2035, ce n'est pas loin. Alors, pourquoi le port? Pourquoi c'est une révolution? On était dans la tendance générale vers le tassement de nos économies, sinon vers le déclassement, selon les analyses du FMI, la Banque mondiale et autres. Et le Covid est venu tout compliquer. Comme pour nous assommer définitivement. Le Covid nous a assommés. Les prévisions annoncent pas moins qu'une récession dès 2021. Et vous avez vu que sous le Covid, on a dû réajuster le budget de l'État d'à peu près à la baisse d'à peu près ce qui est un indicateur de graves difficultés économiques. Et les autres entreprises du secteur public, que ce soit le secteur productif ou le secteur commercial, ne se portent pas très bien, malgré la réforme de 2017 qui visait à les rendre beaucoup plus performantes et compétitives. L'économie Covid, et qui va de plus sur l'économie post-Covid, est une économie à la régression, une économie régressive. Et quand vous observez ce qui s'est passé sous le Covid, c'est la paralysie de plusieurs secteurs d'activité économique, de tous les secteurs de services, l'hôtellerie, les restaurations. Vous avez suivi les dirigeants du JICAM qui ont pris la parole publique pour faire part de leur désarroi, des difficultés des entreprises créatrices de richesses et d'emplois au Cameroun, que sur votre plateau vous avez eu à traiter de ces sujets. Mais si vous observez aussi, curieusement, le port autonome de Douala, qui, comme j'ai dit tout à l'heure, constitue 80% de l'activité économique, est resté résilient. Il a maintenu tout ce programme élaboré en 2016, qui était un vaste programme de modernisation basé sur une série de projets dans ce qu'ils ont appelé programme d'investissement prioritaire. Un programme assez ambitieux qui visait à rendre ce port plus compétitif et plus opérationnel. On se serait attendu qu'avec le Covid, les dirigeants du port et le gouvernement fassent marche arrière. Mais moi, j'étais curieux de constater que ces programmes ont été maintenus. Et mieux même, ils passent en puissance supérieure. C'est une curiosité que tous les analystes devaient décrypter. Et la cérémonie de mardi est venue nous révéler à la nation et à tous les observateurs, y compris étrangers, que quelque chose se passe là-bas, sur au moins deux fronts. Le front de la réforme, des réformes structurelles, organisationnelles et managériales.
plusieurs personnes le savent, tout au moins vous qui êtes introduit, que le port ne s'est pas toujours illustré par la qualité de son management. Et tel que ces résultats l'établissaient, je peux vous rappeler qu'en fin d'exercice 2016, le chiffre d'affaires du port était de 35 milliards pour un résultat net après impôt de 350 millions. J'étais tenté de dire que ce n'était pas une entreprise, c'était une épicerie de quartier, si je n'abuse pas de mon langage. À la faveur des réformes que le nouveau management du port a enclenchées, validées par le conseil d'administration et le gouvernement en fin 2016, vous avez suivi les résultats du dernier conseil d'administration qui clôturait l'exercice 2019. On nous a annoncé un chiffre d'affaires de près de 60 milliards pour un résultat net de 5 milliards 300 millions. Ça veut dire quoi en termes financiers et comptables? Qu'en l'espace de 2 ans, le port a multiplié ses résultats par au moins 40. C'est une performance qu'il faut saluer, d'où la révolution. Maintenant, sur le plan des infrastructures, c'est l'un des rapports au monde où on roule en 4x4. Vous voyez l'état des magasins, l'état des installations, l'état de l'infrastructure routière, l'état des équipements. Tout au port était sinistré jusqu'à tout récemment. Alors nous découvrons là que les dirigeants du port, le conseil d'administration et la direction générale ont pris à bras de cause ce sujet, se sont mis à l'œuvre et ont entrepris de renouveler l'outil de production. Une entreprise ne vaut que par son outil de production. Donc, ces engins flottants qu'on a acquis participent du renouvellement de l'outil de production. Et en troisième lieu, il y a la maîtrise de la gestion du port qui passe par une autonomisation managériale. C'est ce qui a justifié lorsque, en fin 2019, le contrat de concession du terminal à conteneurs est arrivé à son terme et que le processus de consultation pour recruter un nouveau concessionnaire n'a pas abouti, le port a eu le courage de reprendre cette activité conformément aux lois et au nouveau régime de 2017 qui régit le régime de concession, a repris cette activité de gestion de terminal à conteneurs par la régie des terminaux à conteneurs. Tout récemment aussi, c'est la régie des dragages qui a été lancée, qui va mobiliser les engins qui ont été inaugurés récemment. Il y a au passage aussi la régie de paysage, parce que je vais expliquer au Cameroun, un port, son activité se mesure, s'évalue en tonnage. Absolument. Un port qui n'a pas une bonne infrastructure, des bons équipements, de paysage moderne, pour pouvoir avoir les statistiques fiables de ces activités par secteur, n'est pas un port. D'accord. Ils l'ont fait, et je vais terminer par la sécurisation. Donc je résume, c'est au mérite des dirigeants du port, et il faut le féliciter. Ce qui vient de se passer là montre qu'au Cameroun, tout n'est pas perdu. Il y a des hommes, il y a des hommes de qualité. Tout ce qu'il leur faut, c'est l'audace, l'ambition. Il faut rêver grand pour le Cameroun et la compétence. On aura certainement l'occasion dans les prochains mois et qui sait peut-être les prochaines années d'évaluer ce qui est en train d'être fait au Oui, mais avant d'évaluer, pour terminer là-dessus, ce que j'ai salué lors de ma chute précédente, à savoir la qualité, le mérite des dirigeants, il faut le distinguer. Dans ce pays, on n'a pas appris à reconnaître ceux qui font bien. Quand on pense qu'au Cameroun, on est tous mauvais. J'ai commis une tribune libre en 2015 dans un journal de la place que j'avais intitulé « Sommes-nous tous si mauvais ?» Je faisais l'autopsie de l'élite des gens camerounais pour montrer qu'on est pas. De gouvernance. Et là, nous avons des gens qui ne sont pas mauvais. Et il faut le reconnaître et les encourager. Et vous voyez bien, vous qui êtes dans le milieu de la presse, que ce n'est pas ce qui semble se passer. Depuis quelque temps, je lis des insanités sur le directeur général, le jeune directeur général du port, qui n'est pas ce qu'on dit. Vous direz peut-être qu'on ne lance des fruits qu'à des pierres qu'un arbre qui produit des fruits. Oui, mais pourvu de lancer
avec des pierres d'une certaine taille, parce que si c'est des pierres pour casser des branches, il y a un problème, parce que quand on commence à se mixer, on sort des questions managériales, des questions techniques, des questions de gestion, pour aller dans les poubelles de l'histoire, pour aller insinuer qu'il n'est pas méritant, il n'aurait pas passé le concours de l'ENAM, il serait un usurpateur, cela ne nous grandit pas. Certainement. Parlons autre chose à présent, la crise dans les régions du nord-ouest, sud-ouest. La rédaction de STV a suivi cette semaine la libération, grâce aux forces de défense et de sécurité, de quelques Camerounais qui avaient été pris en otage dans la région du sud-ouest. Et ceci après la neutralisation d'un des chefs des séparatistes qui menait évidemment terreur et frayeur dans ces localités-là. Suivez ce reportage. Depuis ce 15 octobre 2020, ils sont libres. L'air encore un peu hagard, mais heureux. Je suis vraiment heureux de retrouver ma famille aujourd'hui parce que nous avons beaucoup souffert entre les mains de ces personnes. Nous y avons passé environ une semaine avant que le BIR ne vienne nous libérer. Ces personnes étaient tenues captives dans un camp par des séparatistes dans la localité de Bessalé, c'est dans l'arrondissement de Ouabane, département de la Mémé, région du sud-ouest. Ce sont les éléments du 6e bataillon d'intervention rapide qui ont mené l'opération. Il y avait deux prisons où étaient détenus des otages. La première prison est celle-là que nous avons pu libérer, que vous avez vu tout à l'heure, au nombre de 16. Et la deuxième, où il y avait environ 17, a été vidée avant que les éléments des forces de l'ordre n'arrivent. À l'heure actuelle, on nous a rendu compte que ces 16 qui se seraient enfuis, n'est-ce pas, sont retrouvés dans le village de Chati, environ 7 à 8 km de Bessalé où nous avons mené l'opération. Celle-ci a eu lieu après la neutralisation d'un des leaders des groupes séparatistes, le général Aïké. Il y a encore 2 ou 3 autres leaders qui sont toujours en brousse. Tout ce qu'on peut leur dire, c'est que ce n'est pas la peine de chercher à insister, puisque leur cause est pratiquement vaine. Tout ce qu'on peut leur demander, c'est de se rendre, c'est de poser les armes et de se rendre. Appel similaire du préfet du département de la Mémé, venu accueillir les ex-otages. Je voudrais saisir cette opportunité pour conseiller tous ces séparatistes dans la forêt. Le président Paul Biya, tel un père, a montré la voie de sortie, c'est-à-dire abandonner et retrouver les activités normales. Ils le savent, et c'est vrai, nombreux sont leurs anciens collègues qui sont actuellement au DDR à Buea. Pourquoi continuer à se tuer? Il est temps pour eux de savoir qu'ils ne pourront pas gagner cette guerre. Ils se détruisent eux-mêmes. Ils détruisent des innocentes personnes. Et moi, le préfet, ainsi que les forces de l'ordre, laissez-moi le dire ici. Je ne vais lésigner sur aucun effort pour les traquer s'ils ne veulent pas abandonner. Les recherches et autres actions sur le terrain se poursuivent afin de libérer les autres captifs. L'autorité a exhorté la population à collaborer dans cette lutte pour le retour de la paix. C'est tout le mal qu'on leur souhaite, être unis, indivisibles. Près de 4 ans déjà que les enfants ne vont pas à l'école, même si ces dernières semaines, avec la rentrée scolaire 2020-2021, on annonce quand même un retour progressif dans certaines zones qui jusqu'ici étaient délicates. Roger Sombaï, 4 ans de crise, 4 ans de paralysie, 4 ans de non-fonctionnement pratiquement dans bien de localités dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est assez lourd. Hein. Tout à fait, je ne vous le fais pas dire. J'ai retenu la chute de l'élément que vous venez de passer, qui a conclu en disant « We are all Camerouniens ». C'est très important de le souligner. 4 ans d'une crise dramatique. La crise du Nozo,
c'est la pire des choses qui serait arrivée au Cameroun. Vu les formes qu'elle a prises, vu les conséquences dramatiques qu'elle charrie, notamment la perte en vie humaine des populations, des éléments de force de défense et de sécurité, le déplacement des populations, des villages sinistrés, la destruction des équipements collectifs. Je vous coupe pas, mais j'ajoute, les profondeurs du régime ont bon rôle de dire que c'est à cause de la gouvernance du régime, du président Biya, qui a conduit à ce délitement-là sur le plan sécuritaire. La démocratie pratiquée au Cameroun a l'avantage de libérer la parole. Chacun exprime ses opinions. On ne peut pas empêcher les Camerounais d'avoir les opinions et leurs analyses sur ces sujets. Mais je rappelle quand même que c'est un sujet grave, qui ne doit pas être traité à la légère, parce que les gens meurent. Ce n'est pas un jeu. Je veux féliciter l'armée et les forces de défense camerounaises qui, sur ces éléments, donnent à voir, que jouent leur rôle de sécurisation des populations. Ils viennent de libérer des citoyens camerounais qui étaient pris en otage par des gangsters. L'armée veille sur l'intégrité territoriale. Depuis l'éclatement de cette crise, je mets tout le monde au défi de me prouver le contraire. Aucun centimètre du territoire camerounais n'est perdu, n'est occupé. L'armée est dans une stratégie, bien qu'ayant perdu beaucoup d'éléments vaillants, dans une stratégie d'éviter la guerre totale. C'est l'option prise par le chef de l'État camerounais qui a refusé la guerre totale dans ces zones. C'est un sujet qui pouvait être traité militairement. J'entends souvent les gens dire que le gouvernement, si est mal pris, a choisi le tout militaire. Non. Tous ceux qui font la stratégie, qui en savent un peu quelque chose, savent que le Cameroun n'a pas choisi la stratégie militaire. C'est un mix à la fois d'action militaro-civile et surtout d'action politique interne et à l'international pour essayer d'endiguer et puis de réduire ces velléités dommageables pour la sécurité du pays sans faire trop de casse. Si on avait pris la solution militaire, je connais un peu les capacités de notre armée camerounaise. Vous avez vu le BIR, là, ce n'est pas des enfants de cœur. Vous avez vu le général K sur le terrain, le général Ngouessé, ce n'est pas des enfants. Si vous voulez dire sauter sur ce théâtre-là, ils vous rasent ça en une semaine et c'est fini. Donc ce n'est pas la volonté du gouvernement de le faire, ni du chef de l'État. On est dans un processus où certains Camerounais qui ont ressenti de malaise, de frustration dans leur vécu de Camerounais ont exprimé, je peux dire quoi, ils ont exprimé des revendications qui ont glissé. Parce que même dans la vie ordinaire, dans les familles, un petit problème familial peut commencer et déboucher sur un drame. Donc les revendications à la base n'étaient pas de type militaire, ce n'étaient pas des revendications guerrières. Mais comme dans la vie, les opportunités, les occasions donnent souvent des larrons, quelques éléments mal inspirés parmi nos citoyens et en dehors de nos citoyens, des éléments étrangers se sont infiltrés dans ces zones pour nous imposer une guerre dont on n'avait pas besoin. Pour répondre à ce que vous avez dit, le gouvernement n'a jamais déclaré la guerre dans le Nozo. La malgouvernance dont on parle, en quoi est-ce que la malgouvernance a provoqué une guerre? En quoi est-ce qu'elle est légitime que des citoyens camerounais prennent les armes contre leur propre patrie? Il y a effectivement des limites à la gouvernance actuelle du régime auquel je participe. Il ne faut pas se voiler les yeux. Mais ces insuffisances qui sont naturellement intrinsèques à l'évolution historique des États de notre niveau. N'oubliez pas que nous sommes un jeune État en construction. Tout n'est pas parfait. Il y a des manquements dans la gouvernance étatique, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on fait face à ça? Est-ce que la solution, c'est de prendre les armes pour régler le problème? Justement à cela, le gouvernement a organisé le grand dialogue national, à l'issue duquel l'une des mesures fortes a été la décentralisation d'une part, et le régime spécial pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest. On va évoquer les propositions dans ce sens pour apporter à votre analyse. Mais je suggère d'abord d'écouter Paul-Éric Kinguin,
qui est le maire de Njombe Pendia, qui cette semaine encore interpellait le Premier ministre, dans ce sens que la décentralisation au niveau, tout au moins, des mairies n'est pas encore véritablement effective. On le suit et puis on revient pour l'analyse derrière. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, il est désormais clair, et vous l'avez constaté avec moi, si vous en êtes arrivé à donner 8 jours aux gens pour boucler, n'est-ce pas, leurs travaux sur les textes d'application de la décentralisation, c'est que vous avez dû vous-même constater que beaucoup traînent les pas. Mais, monsieur le Premier ministre, il me plaît de vous dire ce matin, ce jour précisément, que s'il y a échec de la décentralisation, c'est vous, personnellement, que cet échec va éclabousser. Je voudrais donc que vous continuiez à veiller à vos instructions, parce que cette occasion permet également aux Camerounais de se rendre compte si certains ministres vous respectent ou pas. Vous leur avez donné 8 jours. Ils doivent vous respecter et respecter vos instructions. Parce que vous aussi, vous ne transmettez que les instructions du président de la République, chef du gouvernement, président de la République, chef de l'État. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je sais que vous pouvez. Je sais que vous pouvez plier ceux qui ne veulent pas se plier. Voilà donc, en fait, c'est pour rappeler au PM, Premier ministre, qu'effectivement, dans la mise en œuvre, il y a encore de grosses difficultés. D'ailleurs, le Premier ministre avait-il besoin de ce rappel, puisque lui-même avait déjà donné un ultimatum. Régionalisation, décentralisation, statut spécial. Est-ce que tout ceci, dans cette lenteur-là, ne contribue pas justement à donner encore des armes à ceux-là qui, dans le nord-ouest et le sud-ouest, restent campés sur leur position? Vous avez évoqué le grand dialogue national et ses principales conclusions que j'ai retenues. Une majeure, l'accélération de la décentralisation. Deuxièmement, le statut spécial accordé aux régions du nord et du sud-ouest. Statut spécial qui figurait déjà dans la disposition de la Constitution dès 1996. Absolument. Alors, ces deux orientations devraient participer, devraient contribuer à l'amorce de la gestion de la crise dans le nord et le sud-ouest. Et par là que je voudrais insister en disant aux Camerounais, je l'avais déjà dit et je l'ai écrit, ce n'est pas une petite crise. Les gens se plaignent que ça fait 3 ans, 4 ans. Mais dites-vous que quand tel problème éclate dans un pays, je l'ai dit tantôt, c'est la pire des choses qui nous soit arrivées, ça prendra du temps à être résolu. Que les gens fassent bien attention aux solutions à la va-vite. Pour dire quoi? Mettre en perspective cette question de la décentralisation, régionalisation. Je salue Paul Eric King, qui est un homme politique de terrain que j'apprécie beaucoup parce qu'il est très courageux, il est très volontariste et il est dans la proximité avec ses populations. Quand il parle, vous sentez un vécu, un ressenti, une volonté d'agir. Mais ceci dit, il est aussi quelquefois excessif dans ses propos et il raisonne et j'ai parfois sous pression. Il y a des sujets pour lesquels il faut éviter la pression. La mise en place de la décentralisation effective est un processus de longue haleine. Le professeur Ouna Joseph l'avait déjà signalé dans son ouvrage consacré à la décentralisation camerounaise que le chemin sera laborieux. La mutation vers la décentralisation change complètement la configuration de l'État du Cameroun, qui était conçu comme un État unitaire centralisé au départ, puis décentralisé depuis la Constitution de 1980, la réforme constitutionnelle de 1996. Mais vous savez, Crozier a dit on ne change pas une société par décret. La décentralisation ne se limite pas à un catalogue d'actes
normatifs, d'actes juridiques qu'on signerait, qu'on balancerait aux élus locaux pour qu'elles soient effectives. Il s'agit d'un changement de paradigme, un changement de conception et de vision de notre État. L'État du Cameroun, c'est quoi? Que les gens fassent très attention. Le Cameroun de 1911, c'est pratiquement 900 000 km². Ce pays a été dépecé, a été traversé par tout genre de turbulences historiques et est revenu aujourd'hui à 475 000 km², peuplé de diversités ethniques et régionales. Son indépendance a été émaillée de péripéties très douloureuses. Tout cela est très récent. Un pays qui doit se construire pour aller vers une nation, c'est un processus de maturation, de construction maîtrisée étape par étape. Il ne suffit pas de dicter ou de vouloir pour faire le saut. Le gouvernement camerounais, les dirigeants camerounais ont déclaré et donné la preuve qu'ils veulent connaître la décentralisation. Justement, le chef d'État a demandé d'accélérer, mais on accélère comment? Justement, dans ce cheminement-là, il y en a qui estiment qu'au regard quand même des potentialités du Cameroun, richesse en sous-sol, richesse en ressources humaines, si on regarde l'armada des Camerounais qui donnent leur expertise sur le plan local et même sur le plan international, il y en a qui estiment effectivement que le rythme est très lent, d'où cette volonté de vouloir arriver aux affaires et peut-être... Et vous savez pourquoi? Peut-être prendre les règnes. C'est peut-être ce qui fait la crise socio-politique avec le MRC qui tout le temps estime que non, le Cameroun n'est pas à la hauteur de ses ambitions et que c'est peut-être à cause de l'appareil gouvernant qui semble avoir tout donné déjà et qui s'essouffle. Donc pour eux, il faut... Je regrette cette méprise. La décentralisation comme remodelage de la configuration d'un État est un processus très complexe à mener. Parce que c'était, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un changement de vision de la construction de l'État. Je ne veux pas faire un cours ici sur le schéma de l'État central camerounais à l'époque. Dans les années 60, on a voulu un État centralisé. Pourquoi? Parce que le Cameroun accédait à l'indépendance dans une nation très chaotique. Il y avait la réunification, il y avait la rébellion et tout cela, il fallait unifier le pays. Ça a d'ailleurs commencé par les précurseurs, les Oumniobé, quand vous suivez son discours aux Nations Unies, la réunification et l'indépendance sont les objectifs fondamentaux au commencement du Cameroun. Donc vous dites que la revendication du MRC, la crise sociopolitique, est un non-lieu? Je vais en arriver. Je veux d'abord fixer le fait que sur la décentralisation, attention au processus. On est déjà assez avancé. Toute la matière juridique est pratiquement achevée. Vous avez un code de 2019 là, sur les CTD et vous avez une panoplie de textes d'application parce que le Premier ministre, les textes dont il parle, c'est des textes complémentaires sur les transferts de compétences aux régions. Tant que les transferts de compétences aux communes sont déjà pratiquement bouclés. Toute la panoplie de la réglementation d'appoint sur le régime financier, sur le régime fiscal et tout, ont déjà été publiés. Maintenant, ce qui concerne la régionalisation, attention, on va aller là aux élections bientôt. La population attend beaucoup de la régionalisation, mais il faut éviter aussi que ces régionalisations ne soient perçues comme un conflit entre l'État central et les régions. Non, la logique de l'État du Cameroun, si vous lisez bien la loi sur les collectivités, c'est de quoi? C'est d'essayer de desserrer les taux de l'État central, de l'administration étatique centrale, pour trouver le bon réglage, pour responsabiliser les citoyens dans la gestion. En fait, ce n'est pas une mécanique institutionnelle de gestion des biens publics uniquement, c'est la promotion de la démocratie locale. En fait, la décentralisation vise l'ancrage local de la démocratie à la base. Et cette réforme démocratique, qui n'est pas qu'une simple réforme institutionnelle, n'est pas aisée à mettre en place. Bon, maintenant, sur le sujet de ceux qui estiment que tous nos problèmes relèvent de la gouvernance de Paul Biya, et que quand eux seront au pouvoir, les choses iraient mieux, la méprise, c'est quoi? Oui, la plupart des problèmes que nous avons procèdent d'une crise généralisée. Vous avez au moins 3 pans de crise. Vous avez une crise sociale, vous avez une crise existentielle qu'on peut appeler la crise économique, et vous avez aussi une crise des valeurs. Certains éléments de ces crises dépendent de la gouvernance active, notamment une partie de la crise économique,
Mais la crise sociale nous embrasse tous. La crise sociale, c'est quoi? C'est ce délitement généralisé des valeurs familiales. Qui coïncide aussi peut-être avec le recul de la main étatique sur l'encadrement des populations. Bien évidemment, mais vous savez que ce recul de la main étatique part d'où? C'est les idéologies des années 90. Le libéralisme qui nous a été imposé, ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Le mot d'ordre du libéralisme, c'était quoi? Le désengagement de l'État. Les intellectuels qui parlent aujourd'hui, notamment au MRC, ont enseigné à l'université le désengagement de l'État. Ont soutenu les privatisations, la libéralisation des secteurs vitaux comme l'agriculture, la santé et autres. Et c'est de ça que la population souffre aujourd'hui. Pour dire quoi? Il n'y a pas de solution miracle. Il y a dans la crise, notamment économique, dont souffre la population en ce moment, parce qu'il y a une misère ambiante, il y a des éléments qui relèvent de notre capacité, de notre pouvoir à induire la marche de notre pays en réalisant des choses concrètes pour le bien-être des populations. Mais il y a d'autres paramètres qui relèvent de l'agenda mondial. Le monde en recomposition accéléré depuis à peu près une vingtaine d'années. La dérégulation économique mondiale ne dépend pas du Cameroun. Et en plus, maintenant, sur les valeurs, le mode de vie des Camerounais, leur mode de consommation qui détermine dans nos choix économiques, ce n'est pas l'État qui l'a dicté. Tel vous faites votre livre, vous y couchez. Pour faire simple, je ne suis pas partisan de cette inclination, je ne sais pas si c'est une damnation de nous les Noirs, à penser qu'il y a des solutions évidentes à des problèmes complexes. Un penseur que j'aime bien citer, c'est ça veut dire, à problème complexe, il faut avoir un raisonnement complexe. L'homme occidental a vaincu l'homme noir par la pensée complexe. Ne prenez jamais les problèmes au premier degré. Les Noirs ont une mentalité magico-religieuse, on croit au miracle. Il suffit que je mets à défi quiconque qui remplacerait la gouvernance actuelle, par un autre type de gouvernance, par un coup de baguette magique, en 5 ans, endiguerait tous les problèmes, toutes les difficultés auxquelles sont confrontés c'est pas l'enjeu, mais je veux dire qu'on observait quand même, puisque le choix, vous l'avez rappelé, en 90, c'était la libéralisation, la démocratisation de la société, mais on observe justement comme un recul de ces libertés. Maurice Kamto, aujourd'hui, il est à, je ne sais pas si le statut de ses résidents surveillés, bref, il ne peut pas se mouvoir parce que quelques éléments des forces de l'ordre sont campés autour de sa maison. Il y a quelques militants qui ont essayé de manifester, des manifestations interdites, qui sont encore incarcérés, ils vont passer devant les tribunaux aujourd'hui. On peut quand même le relever pour le regretter dans cette démocratisation. Je ne pense pas qu'il y ait un recul de la liberté. La liberté du citoyen ne se limite pas à la liberté politique. Monsieur le député, vous organisez vos mariages, vos deuils, vous construisez vos cases librement. Les libertés sont à la fois des libertés économiques, ce sont les libertés civiques, les libertés politiques. On ne peut pas dire qu'au Cameroun, il y a un recul des libertés. Sur le cas du MRC que vous évoquez, j'ai bien de la sympathie pour le professeur Kamto, que je connais bien. On a eu se côtoyer, à mon ami le professeur Alain Fogué, au jeune de Bounissac, à qui je souhaite bon courage. Mais j'ai suivi tout dernièrement, vous connaissez Ama Amadou, ancien premier ministre du Niger. Absolument. Disait dans une adresse récemment, il y a 2 jours, parlant de l'opposition, il faut éviter dans la demande de la quête du pouvoir de recourir à des actions inconstitutionnelles, illégales, parce que ça fonde le pouvoir légitime à recourir à des méthodes inconstitutionnelles, illégales pour vous réprimer. Quand j'ai rappelé ça, j'ai tout dit. À savoir que le MRC, j'ai une analyse du MRC, je suis parmi les cadres que le MRC a sollicité à sa création. Vous avez entendu les témoignages sur la création du MRC. Il y a un problème avec le projet productif du MRC. J'ai dit le projet du MRC a un vice congénital, originel. Les témoignages que j'ai suivis en écoutant ceux qui étaient les professeurs Ounangini, les Claude Abbé et autres,
Le MRC, semble-t-il, et c'est comme m'avait expliqué quand on voulait mettre des bouchées pour le MRC, je prends un témoin à Alain Foguet, il est encore vivant, c'était de rénover la classe politique camerounaise, la moderniser en y apportant une énergie et des hommes nouveaux et des méthodes nouvelles. Ça veut dire quoi en termes programmatiques? C'est un projet politique tout au moins de moyen terme dans la faisabilité au plan stratégique. Le MRC naît en 2013. Quand vous prenez ces fondamentaux, ces idéaux de base, en termes programmatiques, le MRC devrait se caler sur une perspective à échéance 10 ans, 15 ans pour conquérir le pouvoir suprême. 2013, 2018, premiers 5 ans, vous vous implantez. Deuxième quinquennat, vous allez à la conquête des premiers mandats électifs à la base. Conseil municipal, que l'idéologie de départ a été dénaturée? Non, l'idée de départ a été travestie. Et le NMRC vit une tension existentielle interne. Je vous fais la démonstration. Quand vous regardez dans le projet de base de moderniser et de muter la classe politique pour conquérir le pouvoir et changer de méthode managériale, je vous ai dit que c'est un projet de long terme. Et le MSC d'abord allait dans ce couloir au regard, comme ça s'illustre, de la qualité et du profil de ces cadres. Ils ont recruté dans la jeunesse. Moi, j'avais de l'admiration pour ça. Ils ont recruté des jeunes acteurs politiques qui n'étaient pas connus de la scène et qui étaient généralement des bleus. Ils devaient se mettre dans une construction stratégique et dans une démarche graduelle, progressive, pour pouvoir conquérir le pouvoir suprême horizon 15 ans, 20 ans. Mais le MRC, à peine né en 2013, se lance immédiatement à la conquête du pouvoir à partir des élections de 2015, donc 2 ans. Le bilan, c'était quoi? Catastrophe. Un seul député. Maurice Kamto, le projet Kamto lui-même était candidat, on ne le dit pas assez. Il a été battu aux élections. Pourtant, il a un potentiel. Il était candidat à Yaoundé, où il vit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le recul de temps. 2018, ils vont à l'élection présidentielle qui veut gagner alors qu'ils ne sont pas... Donc, il y a une tension intérieure au MRC. La volonté de construire quelque chose qui porte le Cameroun sur le long terme. Parce que quand vous voulez vous attaquer un pouvoir qui a fait 40 ans, 31 ans, 47 ans, comme le pouvoir du EDPC que je sais, on ne se lève pas un matin. Et d'un autre côté, ce revirement avec un engagement d'aller à l'assaut du pouvoir ici et tout de suite. C'est ça qui crée d'ailleurs une discordance à l'être du EDPC et du MRC. Et je regrette de le dire aux militants du MRC, c'est un projet politique qui pose problème. Il y a une tension interne dans le projet du MRC entre la projection pour construire quelque chose de durable sur le long terme et la volonté manifestée par son dirigeant suprême d'accéder au pouvoir tout de suite. Tel que ce parti, le MRC aura beaucoup de difficultés. Ils ont beau dos se remettre en scène, de mettre tous les devoirs sur le dos du régime. Et pour atteindre les objectifs stratégiques qu'ils ont bricolés, parce que ça c'est du bricole politique, du bricolage politique, ils sont obligés d'entrer dans la surenchère, l'action de provocation, créer un rapport de force permanent et qui leur est défavorable. D'accord. En 5 minutes, on va essayer de parler sport un peu en âme et souhaiter un joyeux anniversaire au cardinal Christian Toumé. Je vous suggère d'abord de prendre rapidement ce reportage qui retrace le parcours du ministre Narcisse Moëlle Kombi ici à Douala. Il est venu évaluer à nouveau les infrastructures sportives qui doivent accueillir le CHAN. Quelques nouvelles pas rassurantes, tout au moins sur quelques infrastructures. Suivez plutôt. À 3 mois du coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations de football CHAN Cameroun 2021, le stade Mbappé a perdu de sa superbe. Le gazon n'existe plus sur une bonne partie de ce terrain d'entraînement retenu dans le cadre de l'organisation du CHAN. Et pour cause, un dispositif avait été installé ici pour accueillir les malades dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le démantèlement de ce dispositif a débuté ce 15 octobre, comme l'a constaté le ministre des Sports lors de sa visite des infrastructures du site de Douala.
Même s'il n'écarte pas la piste d'une solution palliative, le président du COCAN se veut rassurant. Le stade Mbappé-Lépée sera fonctionnel et disponible pour le CHAN. Nous n'avons pas d'inquiétude particulière pour l'ensemble des infrastructures que nous avons visitées. Vous avez évoqué la situation de Mbappé-Lépée. Nous y avons été ce matin. Le démantèlement a été engagé, mais dans la perspective de solutions qui puissent permettre de rendre cette infrastructure sportive disponible. L'État a pris ses responsabilités. L'État mettra les moyens nécessaires à disposition pour que le stade de Mbappé-Lépée puisse retrouver sa fonctionnalité à l'horizon du CHAN. De toutes les façons, il y a des solutions palliatives, quelle que soit l'hypothèse dans laquelle nous nous trouverons, pour que le CHAN puisse se dérouler dans d'excellentes conditions. Poser la dernière ça va la tête. Alors voilà, on a un défi hein, en 3 mots, oui. en 3 minutes. Un mot sur ce CHAN-là. Je souhaite que le Cameroun aille droit vers ce CHAN qui a lieu en janvier. Ce que le reportage montre là, je souhaite que ce soit corrigé. Le ministre rassure, hein, il dit que ça va aller. Je le prends au mot, ça va aller et je fais confiance au gouvernement. Un mot sur l'ENAM. Ah, l'ENAM. Un mot. Hein. L'ENAM charrie beaucoup de polémiques et malheureusement la plupart des gens qui parlent de l'ENAM n'y ont pas été. Je donne une seule référence. Le 1er décembre 2009, l'actuel chef de l'État était à l'ENAM à l'occasion du 50e de l'ENAM. Il a tout dit. Qu'est-ce qu'il a dit? 3 choses. Premièrement, il a reconnu que l'ENAM est le haut lieu de la formation, est le lieu de la formation des hauts cadres de la fonction publique. Deuxièmement, il a évoqué la remise en question, que l'ENAM soit capable de se remettre en question. Troisièmement, il a souhaité que l'ENAM incarne les idéaux nationaux de paix, de travail et de sécurité et tout. L'ENAM fait sa part. Le chef d'État l'a reconnu. L'ENAM a contribué de façon significative à la formation de l'élite. Je vous dis, il y a eu des polémiques autour de l'accès. Oui, il y a des polémiques, mais attention, une école de formation, l'enjeu n'est pas sur le concours d'accès. L'enjeu, c'est la qualité de la formation. Pourquoi il n'y a pas de polémique à l'IMIA? On vous prend simple citoyen, vous ne savez pas tirer, vous ne savez pas sauter. Au bout de 2 ans, vous sortez militaire. Eric Ngando, si on peut terminer peut-être avec ce reportage pour souhaiter un joyeux anniversaire. 90 ans à Christian Toumi, c'était cette semaine. On suit ce reportage. It was a praise-filled mass today, October 17, 2020, at the St. Peter and Paul's Cathedral here in the economic capital, Douala. Catholic Christians from far and wide came together to celebrate the 90th birthday of His Eminent Christian Cardinal Toumi. Célébrer cet événement, je veux dire, pour rendre grâce au Seigneur pour le don de la vie que vous avez. This occasion is to thank God for the gift of life that we have. All the Catholic community gathers today to wish you happy birthday. Voilà, joyeux anniversaire à son éminence, le cardinal émérite Christian Toumi. Roger Sombaï, merci d'être venu commenter l'actualité cette semaine avec nous. Vous êtes parti de Yaoundé, bon retour. Merci beaucoup, monsieur le député, de m'avoir invité. J'espère que j'ai été à la hauteur du challenge et que j'ai donné quelques pistes de réflexion à vos nombreux téléspectateurs que je salue. Bonsoir et au revoir. Les téléspectateurs seront appréciés. Nous, à titre personnel, nous sommes évidemment toujours assez heureux de vous avoir. Votre expertise compte parmi ces milliers d'invités de haute qualité qu'on reçoit ici assez souvent. Bon début de semaine à vous à la maison. Merci et à dimanche prochain pour un autre Face à l'actu.